Elle n'était rien de plus qu'une cible de moquerie, incapable de tenir son fusil. Mais lorsqu'est venue l'occasion que personne n'osait envisager, elle a répondu avec une précision qui glaça tout le monde. Les voix se sont éteintes, les ordres sont restés bloqués dans la gorge des officiers. C'est alors que la vérité s'est imposée. Elle venait de franchir l'impossible. Ce que vous allez entendre n'a jamais figuré dans les archives. Avant de commencer, écrivez votre ville ou votre pays en commentaire, likez cette vidéo et abonnez-vous pour suivre toutes nos prochaines histoires. Fort Stockton, Texas. Le soleil écrasait la plaine de son éclat brutal, transformant la terre poussiéreuse en une fournaise. Sur le champ de tir, les silhouettes en treillis s'alignaient, casques luisants, bottes frappant le sol en cadence. L'air vibrait des cliquetis métalliques, des ordres aboyés, des éclats de voix qui semblaient se mêler à la chaleur suffocante. Parmi eux marchait une femme, silhouette mince et droite, fusil serré contre l'épaule. Sergente Emily Graves, 24 ans, les traits fermes, les yeux clairs fixés droit devant. Elle avançait sans broncher, mais chaque pas résonnait dans une atmosphère saturée de scepticisme. Les regards qui glissaient sur elle portaient tous la même teinte. Moquerie, curiosité, mépris. Une femme au milieu d'eux, c'était une anomalie. On ne la voyait pas comme une camarade d'armes, mais comme une étrangère tolérée par erreur administrative. Les murmures circulaient depuis le premier jour. Elle tiendra pas une semaine, elle n'a pas les épaules. À la ligne de tir, le sergent instructeur claqua des mains. Position. Les soldats s'installèrent, chacun manipulant son arme avec cette aisance forgée par l'habitude. Émilie posa le fusil M110 contre sa joue, ajusta la lunette, inspira profondément. Ses mains ne tremblaient pas. Depuis l'enfance, elle connaissait cette posture, enseignée par son grand-père vétéran. La respiration calée, la détente pressée comme une caresse. Le premier tir claqua. Impact en plein centre. Puis un deuxième, un troisième. 5 balles, groupées serrées, comme cousues dans la cible. Les observateurs levèrent tôt leurs panneaux, incrédules. Quelques têtes se tournèrent. Un silence bref, presque respectueux. Coup de chance, grommela un ranger derrière elle. Un autre ricana. Le vent l'a aidé. Les rires fusèrent, coupant net toute reconnaissance. Émilie rangea son arme sans un mot. Elle savait qu'aucun résultat ne suffirait. Chaque succès serait amputé de sa valeur, transformé en hasard ou en tricherie. Elle avala l'humiliation en silence, mâchoire serrée. La séance reprit avec d'autres exercices. On installa des cibles mouvantes, puis des tirs à cadence rapide. Émilie, encore une fois, dépassa plusieurs hommes par sa précision glaciale. Mais au lieu d'admiration, elle récolta les mêmes regards soupçonneux, les mêmes plaisanteries lancées à voix basse. À la pause, assise sur une caisse de munitions, elle sortit discrètement une vieille photo pliée dans son portefeuille. Son grand-père, ancien sniper de la guerre du Vietnam, lui tenait la main d'enfant posée sur une carabine. Elle entendait encore sa voix rauque. « Un tir n'est pas une question de force, c'est une question de silence. Si tu écoutes assez longtemps, le monde lui-même te donne la solution. » Ces mots résonnaient chaque fois que la honte menaçait de fissurer son calme. Elle rangea la photo, releva le menton. Elle n'avait pas traversé des années d'entraînement pour se laisser écraser par des rires. L'après-midi, un nouvel exercice fut annoncé. Ajustement sur cible fixe à 800 mètres. Les soldats se mirent en ligne, le soleil couchant, jetant une lumière crue sur leurs visages. Émilie prit position, s'allongea dans la poussière, son corps mince parfaitement aligné avec le fusil. Le silence se fit lorsqu'elle tira. 10 balles, groupées dans un cercle minuscule. Un tir d'école. Mais au lieu d'applaudissements, les moqueries reprirent, plus acides. Elle a dû prier très fort. Attends qu'on passe à de vraies distances, elle s'écroulera. Émilie serra la mâchoire, mais ne répondit pas. Chaque mot de trop serait utilisé contre elle. Elle rangea son fusil, droite et silencieuse, alors que les autres riaient encore. Le soir, dans le dortoir, l'atmosphère n'était guère différente. Les conversations s'éteignaient à son entrée. Certains détournaient le regard, d'autres chuchotaient assez fort pour qu'elle entende. Elle posa son sac près de son lit, s'assit en silence, les mains jointes. Le mépris ambiant pesait comme une chape, mais elle restait immobile, comme si chaque muscle de son corps refusait de céder. Cette première journée à Fort Stockton se termina dans un mélange de fatigue et de rage contenue. Émilie resta longtemps éveillée, les yeux fixés au plafond de tôle, à écouter les respirations lourdes de ses camarades endormis.
Elle savait que demain serait identique, que rien ne changerait sans une preuve irréfutable. Et dans son esprit, une seule idée revenait, tenace, brûlante. Tôt ou tard, elle aurait l'occasion de leur montrer qui elle était vraiment. Le lendemain, l'aube se leva sur Fort Stockton avec une lumière pâle, jetant des reflets orangés sur les baraquements. L'air sentait la poussière sèche et le métal chauffé. Les soldats se regroupaient déjà sur l'esplanade, ricanant, échangeant plaisanteries et coups d'épaule. Émilie rejoignit le rang, le regard fixé droit devant, consciente de chaque œil qui se posait sur elle. Ce jour-là, une unité composite était formée pour un cycle d'entraînement spécial. Rangers, Marines, Seals, chacun traînait derrière lui ses insignes et ses certitudes. Le commandement parlait d'intégration des forces, mais dans la réalité, c'était surtout une arène d'ego. Et pour Émilie, c'était un piège. « Alignez-vous !» grogna l'instructeur, un colosse à la voix de gravier, armes en main. Les caisses s'ouvrirent, on distribua les fusils, certains prirent des M4, d'autres des M27. Devant Émilie, on posa un Barrett M82, mastodonte de métal noir, presque aussi long qu'elle. Le sergent la fixa, un sourire ironique flottant sur ses lèvres. « Voyons si la petite peut porter ça. » Un murmure amusé parcourut les rangs. Émilie baissa les yeux vers l'arme. Elle connaissait son poids, plus de 14 kilos. Elle savait qu'aucun entraînement physique ne rendait ce geste facile. Mais l'ordre était clair, soulever, présenter à l'épaule, maintenir. Elle inspira, contracta chaque fibre de ses bras, saisit le barrette et tenta de le lever. Les muscles tirèrent, ses mains tremblèrent donc sous l'effort. L'arme monta à moitié, mais le poids l'écrasa. Dans un bruit sec, le canon heurta le sol. Un éclat de rire collectif éclata aussitôt. Brut, cruel. « Eh ben, on a trouvé la mascotte !» lança un marine tatoué. « Fais gaffe, tu vas te casser un ongle !» ajouta un ranger, plié de rire. « Les cuisines, c'est 2 baraques plus loin !» cria un seal en arrière. Émilie resta immobile, la mâchoire serrée, les joues allaient brûlantes. Son cœur battait à tout rompre, mais ses yeux restaient là tant glacés. Elle reprit le fusil, cette fois à 2 mains, lentement, et réussit à l'épauler malgré les tremblements. Le silence tomba un instant, juste assez pour que chacun voie qu'elle tenait bon. Mais l'image de son échec restait figée dans les rires. Le sergent aboya « C'est ça, Graves ? T'es incapable de soulever ton arme et tu veux tirer avec ? T'as intérêt à compenser autrement. » Les sarcasmes reprirent. Mais derrière la honte cuisante, Émilie sentit une étincelle froide naître. Elle n'avait pas besoin de les égaler en force brute. Sa revanche viendrait ailleurs. La journée continua avec des exercices de terrain. Parcours d'obstacles, marche forcée, tir rapide. Émilie encaissa chaque ordre, chaque regard moqueur. Elle avançait plus lente que certains, moins explosive. Mais elle ne céda jamais. Et chaque fois qu'on lui confiait une observation, elle voyait avant les autres. Un reflet de lunettes, une silhouette dissimulée, un mouvement dans l'ombre. Ces remarques étaient exactes, mais toujours accueillies par un haussement d'épaule ou un ricanement. « Bien joué, Graves !» ironisa Turner, un marine aux yeux clairs. « Tu pourrais ouvrir une agence de tourisme, tu repères les paysages mieux que nous. » La tension monta d'un cran dans l'après-midi. Exercice de tir longue distance, 1000 mètres. Les soldats prirent position un à un. Les résultats furent médiocres, dispersés, souvent hors cible. Quand vint le tour d'Émilie, tous se turent, attendant un échec à la mesure de son humiliation matinale. Elle s'allongea, calant le barrette contre son épaule. Ses mains, encore douloureuses de l'effort du matin, tremblaient légèrement. Mais sa respiration effaça tout. Inspiration lente, réticule posé, pression douce. Le premier tir claqua. Impact parfait. Le deuxième, le troisième, tous groupés au centre. 10 balles, cercle net. Un silence stupéfait suivit. Puis Harris, un ranger massif, rompit l'instant. Coup de bol, même un singe peut réussir une fois. Les rires reprirent, mais moins sûrs, plus crispés. Émilie rangea son fusil sans un mot. Elle n'avait pas besoin de discuter. Ses résultats parlaient. Mais la haine tenace de ses camarades persistait. Le soir, elle s'assit seule dans le dortoir, ses muscles endoloris, ses mains marquées par le métal lourd. Elle sortit son carnet et y nota ses calculs, ses corrections, ses observations du jour. Chaque chiffre devenait une arme silencieuse. Elle repensa aux mots de son grand-père. « Le monde parle, si tu sais écouter. » Elle savait que, tôt ou tard, viendrait l'instant où ces chiffres pèseraient plus que leurs rires. Le 3e jour, la chaleur du Texas s'abattit dès l'aube, pesante comme une chape de plomb.
Sur le champ de tir principal, les silhouettes en uniforme se déployaient de nouveau, chacun traînant la fatigue des exercices précédents, mais masquant tout par des rires forcés et des provocations. Émilie prit place en silence, fusil à la main, son regard vert fixé sur la ligne d'horizon. Le programme du matin annonçait des tirs à distance extrême, 1000, 1200, puis 1500 mètres. C'était la phase où les prétendus experts devaient se distinguer. Les Rangers s'avancèrent les premiers, claquant leurs tirs comme des coups de tonnerre. Les impacts, éparpillés, touchaient rarement la cible. Chaque tentative ratée déclenchait des plaisanteries bruyantes, comme si l'échec partagé devenait une excuse collective. Puis ce fut au tour d'Émilie. Le silence se fit, plus lourd que d'ordinaire. Tous attendirent la chute, persuadés que sa précision n'avait été qu'un accident passager. Elle s'allongea, cala le barrette contre son épaule, ajusta la lunette. Le vent soufflait du sud-ouest, soulevant un voile de poussière qu'elle observa attentivement. Ses calculs s'alignèrent dans son esprit avec une clarté mécanique. Premier tir. Impact en plein centre. Un murmure incrédule parcourut les rangs. Deuxième tir, troisième, tous groupés. La cible, à plus d'1 kilomètre, portait désormais une constellation parfaite. Les observateurs levèrent à leur drapeau, confirmant l'impossible. Émilie resta immobile, visage fermé. Mais derrière elle, les murmures de la s'éleveuse mais déjà. Elle a eu de la chance. Le vent a changé pile au bon moment. Les observateurs se sont trompés, c'est sûr. La réussite, encore une fois, fut dévorée par le doute fabriqué. Émilie se releva, remit son fusil en bandoulière sans chercher à répondre. Chaque mot, elle le savait, serait retourné contre elle. L'après-midi apporta un nouvel exercice, progression tactique en terrain vallonné, identification de cibles dissimulées. Émilie fut assignée comme observatrice secondaire derrière un binôme masculin, une place subalterne, réservée aux novices. Turner, l'un des deux, la salua d'un sourire carnassier. « Tu prends des notes, Graves. Si on oublie une cible, tu pourras la marquer pour ton journal intime. » Les rires fusèrent. Émilie serra la mâchoire et leva ses jumelles. Dès les premières minutes, elle distingua une silhouette camouflée que les deux hommes n'avaient pas vue. « Crête nord, rocher sombre », annonça-t-elle calmement. Turner haussa les sourcils, vérifia. La cible était bien là. Il se renfrogna. La scène se répéta encore et encore. Chaque fois qu'il manquait une cible, Émilie la signalait. Ses yeux semblaient transpercer le terrain. Mais au lieu d'être reconnue, elle devenait un rappel gênant de leur propre faille. Turner marmonna « Acide, tu veux quoi? Une médaille ?» À la fin de l'exercice, le débriefing rassembla toute l'unité. Le capitaine Briggs, Navy SEAL, chargé de superviser, passa en revue les résultats. Sa voix résonna, froide, méthodique. Des progrès. Mais certains ici doivent apprendre la discipline et la modestie. Son regard se posa un instant sur Émilie, comme une accusation, comme si sa compétence était devenue arrogance. Elle encaissa le coup sans broncher, mais au fond d'elle, une rage froide grondait. Le soir, au réfectoire, l'air vibrait des mêmes murmures qu'à l'entraînement. Les conversations s'arrêtaient lorsqu'elle entrait. Certains tournaient le dos, d'autres chuchotaient exprès. « Elle croit qu'elle est spéciale. Juste un coup de chance. On verra quand ce sera pour de vrai. » Émilie mangea seule, son plateau métallique devant elle. Ses doigts tapotaient nerveusement, mais son regard restait fixé au loin, glacé. Elle savait qu'aucune parole ne suffirait. Seul un acte irréfutable briserait ce mur de mépris. Dans sa chambre, plus tard, elle sortit son carnet. Des pages entières couvertes de chiffres, d'angles, de corrections balistiques. Héritage de son grand-père enrichi par ses propres années de pratique. Elle y nota les conditions du jour. Vent, humidité, température. Chaque détail s'ajoutait au puzzle qu'elle bâtissait. Elle referma doucement le carnet, son cœur battait fort, mais pas de peur. Elle le savait désormais avec une certitude glaciale. Un jour, l'occasion se présenterait. Et ce jour-là, aucun rire ne survivrait à ses tirs. La 4e semaine d'entraînement s'achevait à peine qu'un ordre tomba, sec et inattendu. Déploiement réel. Dans la salle de briefing, les soldats se tassèrent sur les bancs métalliques. L'air saturé de café froid et de tension. Sur l'écran, des cartes satellites montraient une région montagneuse, aux confins d'un territoire hostile. Le colonel parla d'une réunion secrète entre officiers ennemis, prévue dans un complexe isolé. Leur mission ? Observation à longue distance, collecte de renseignements, aucune intervention armée. Émilie écouta, droite sur sa chaise, le stylo prêt à noter chaque détail.
Les murmures reprirent aussitôt qu'on lui attribua son rôle, observatrice secondaire, assignée à un binôme masculin. Une place discrète, subalterne, qui l'éloignait encore de la reconnaissance. « Grave, tu restes derrière », confirma le capitaine Briggs. « Tu observes, tu prends des notes, pas d'initiative. » Un ricanement se fit entendre dans la salle. Turner lança, sans détourner son regard moqueur. « Parfait, elle sera secrétaire de mission. » Les éclats de rire fusèrent. Émilie encaissa sans broncher. Mais au fond d'elle, une colère glacée se nouait. Une fois de plus, on la réduisait à un rôle d'ombre, malgré les preuves accumulées de sa valeur. 2 jours plus tard, l'unité s'envola vers une base avancée. L'hélicoptère vibrait dans le fracas des pales, projetant des bourrasques de sable brûlant à l'atterrissage. Émilie serrait son fusil contre elle, le regard fixé sur l'horizon montagneux. Le décor n'avait rien des terrains d'entraînement texans. Des crêtes abruptes, des vallées encaissées, un vent sec qui cinglait la peau. La progression vers le point d'observation fut lente et harassante. Chacun portait son matériel, fusil, trépied, radio, sac bourré de rations. Émilie, plus menue, avançait au même rythme que les autres, le souffle régulier, sans plainte. Mais chaque fois qu'elle prenait l'initiative d'observer un secteur, on la rabrouait sèchement. « Garde ton énergie, Graves », lança Harris, « laisse les pros faire le boulot. » Elle ne répondit pas. Ses jumelles restaient pourtant levées, captant chaque détail. Un éboulement récent, une tôle brillante au loin, reflet suspect. Personne ne s'en soucia. Le soir, ils établirent leur position sur une hauteur rocheuse. De là, on dominait la vallée et le complexe ennemi, une bâtisse massive flanquée de miradors. La mission commençait réellement. Les hommes installèrent les trépieds, ajustèrent les optiques. Émilie, reléguée en arrière, sortit son carnet et prit des notes méticuleuses. Direction du vent, luminosité, distance estimée. Ces chiffres s'accumulaient, ligne après ligne, comme une seconde mémoire que personne ne demandait. Les premières heures passèrent dans un silence tendu, entrecoupé de murmures et de jurons. À la lunette, les hommes se disputaient l'interprétation des mouvements observés. Émilie, discrète, corrigeait intérieurement leurs erreurs. Lorsqu'elle osa signaler un détail, 2 silhouettes entrant par une porte latérale dissimulée. Turner ricana. « Tu vois des fantômes, Graves. Repose tes yeux. » Mais 20 minutes plus tard, la radio confirma que des officiers ennemis avaient effectivement été repérés à cet endroit. Aucun mot ne lui fut adressé. La nuit tomba. Glaciale, la vallée baignait de vent. Les hommes somnolaient à tour de rôle, mais Émilie resta éveillée, ses jumelles collées au visage, ses notes s'accumulant à la lueur d'une lampe rouge. Elle inscrivit chaque variation de vent, chaque changement de garde, chaque rythme de patrouille. Ses yeux, habitués à chercher l'invisible, captaient ce que d'autres ignoraient. Au petit matin, le ciel s'éclaircit d'un voile pâle. Émilie scruta la bâtisse à travers la brume. 3 silhouettes sortirent sur un balcon à une distance qui fit battre son cœur plus fort. Bien au-delà de 2000 mètres, les hommes plaisantaient derrière elle, inconscients de ce qui se jouait. Émilie nota rapidement dans son carnet 2500 mètres, fenêtre nord-est, 3 officiers. Elle rangea son stylo, inspira profondément. L'occasion se dessinait, comme un murmure du destin. Mais pour l'instant, son ordre restait clair, observer et seulement observer. Elle serra les mâchoires. Son heure viendrait. Le soleil s'était levé sur la vallée, jetant des ombres longues et coupantes. Depuis leur promontoire rocheux, l'unité observait le complexe ennemi, ses murs de béton chauffant déjà sous la lumière. L'air vibrait du sifflement du vent qui descendait des crêtes, changeant sans cesse de direction. Les hommes, à moitié assoupis, alternaient entre jumelles et blagues fatiguées. Émilie, elle, écrivait. Son carnet ouvert sur ses genoux, elle noircissait chaque page de chiffres précis. Vitesse du vent, humidité, température, correction de trajectoire. Ces notations semblaient obsessionnelles, mais pour elle, chaque détail comptait. Le barrette reposait à côté, noir et massif, comme une bête endormie. Elle le caressait parfois du bout des doigts, ajustant mentalement les paramètres. Vers 10 heures, un mouvement attira son regard. 3 silhouettes sortirent par une porte latérale, avançant lentement vers une zone dégagée. Uniformes impeccables, gestes autoritaires, pas des soldats ordinaires. Émilie braqua la lunette. Les insignes scintillaient. 3 généraux ennemis, regroupés, discutant à voix basse. Son souffle s'accéléra.
La distance affichée par son télémètre improvisé dépassait toute logique. Environ 2500 mètres. Personne ne tirait à une telle portée. C'était le domaine de la théorie, des calculs de laboratoire, pas du champ de bataille. Et pourtant, Émilie voyait l'alignement parfait, 3 cibles, exposées, à portée de son fusil si elle osait. Elle nota rapidement, distance, 2500 mètres, vent variable, 7-9 000 POI. Correction, Plong à 43 MOA. Grave, qu'est-ce que tu griffonnes encore, ricana Turner en lorgnant son carnet. Tu fais des poèmes? Je prends des mesures, répondit-elle sans lever les yeux. Un éclat de rire secoua le groupe. Harris, hilar, tapa sur l'épaule de son voisin. Tu l'as entendu? Elle croit qu'elle va tirer à 2 bornes et demie. À cette distance, même Dieu raterait, lança un autre. Les sarcasmes fusaient, moqueurs sur 2. Émilie referma calmement son carnet. Elle ne répondit pas. Son silence glaça un instant l'atmosphère avant que les rires ne reprennent, plus bruyants encore. Les heures passèrent. Le soleil grimpa, implacable. Émilie, imperturbable, observait sans relâche, consignant chaque variation. Les hommes s'impatientaient, bâillant, s'agitant, perdant leur concentration. L'un s'endormit, un autre mâchait du chewing-gum bruyamment. Seule Émilie restait droite, ses yeux fixés sur la bâtisse. Dans l'après-midi, les 3 généraux reparurent. Leurs silhouettes se découpèrent à une fenêtre du second étage, parfaitement visible. Émilie sentit ses mains picoter. Elle imagina la trajectoire, la balle quittant le canon, décrivant une courbe majestueuse avant d'atteindre sa cible. Elle savait que c'était possible. Difficile, fou, mais possible. Elle posa doucement la main sur la crosse du barrette. Le métal chaud vibra sous ses doigts. Son corps entier aspirait à tirer. Mais derrière elle, Briggs ordonna sèchement. Rappel, mission d'observation seulement. Pas de feu, pas d'initiative. Les mots tombèrent comme des chaînes. Émilie recula sa main, serra les poings. Ses yeux restaient braqués sur la fenêtre. Elle entendait encore les rires du matin résonner dans son esprit. Impossible, un fantasme. Tu n'y arriveras jamais. Au crépuscule, quand le vent se fit plus froid, Émilie reprit son carnet. À la lumière rouge, elle révisa ses chiffres. Elle recalcula chaque correction, chaque dérive. Sa main traçait les formules avec une précision quasi religieuse. Autour d'elle, les hommes parlaient de sport, de bière, de femmes laissées au pays. Personne ne remarquait l'intensité glaciale de son regard. La nuit tomba, enveloppant le camp d'une obscurité pesante. Les sentinelles se relayaient, l'ennui gagnait les esprits. Émilie resta éveillée. Allongée sur le ventre, elle fixait encore la bâtisse à travers la lunette, ses yeux brûlants de fatigue mais inébranlables. Dans sa tête, les chiffres dansaient, s'alignant en une équation parfaite. Au loin, un cri d'animal résonna. Le vent se calma brusquement, comme si la vallée retenait son souffle. Émilie inspira profondément, posa son front contre la crosse et chuchota pour elle-même. 2500 mètres, 3 cibles, le silence sera ma réponse. Ses mains se posèrent doucement sur l'arme, mais elle ne pressa pas la détente. Pas encore. Elle devait attendre. La nuit s'étira comme une coupure froide sur la vallée. Les étoiles, piquées haut, ne pouvaient rien contre la morsure du vent qui passait en rafale, froissant les tentes et soulevant des nuages de poussière. L'unité maintenait sa position, crispée, tandis que l'ennemi dormait peut-être, ou feignait le sommeil. Pour Émilie, chaque minute était un exercice de patience et de précision. Attendre le moment, accumuler les données, écouter le monde. Assise à l'écart, dos collé à une pierre, elle relisait ses pages au clair de la lampe rouge. Les chiffres s'y succédaient comme des psaumes, vitesse du vent à différentes altitudes, gradient thermique, lecture de la pression, ajustement pour l'effet de Coriolis. Sa main écrivait sans hésiter, sa mémoire remettait en ordre des années d'apprentissage. Son grand-père revenait souvent à elle, dans ces heures où la réalité se réduisait à l'essentiel. Elle revoyait son visage ridé, la pipe éteinte, l'odeur de poudre et d'huile. Il ne lui avait jamais parlé de gloire. Il lui avait appris l'écoute. Elle se souvint de l'après-midi d'été où il l'avait prise contre ses genoux, un vieux fusil déchargé appuyé sur leurs genoux. « Écoute, Jessie, » avait-il murmuré. « La balle ne vole pas comme on croit. Elle nage, elle rencontre des courants qu'on ne voit pas. Si tu veux qu'elle arrive où tu veux, tu dois apprendre à parler à l'air. Pas avec la bouche, avec les yeux, les doigts, le silence. » Elle avait ri,
puis garder ses mots. Ils étaient redevenus une méthode plus qu'un conseil. Maintenant, dans le froid nocturne, elle parlait à l'air en silence, testait une dérive, recalculait l'élévation nécessaire, imaginait la courbe. À chaque ligne, elle se rapprochait d'une confiance quasi mathématique. Le doute appartenait aux autres, elle ne le laissait pas entrer. Pourtant, une tension sourde la serrait. Tirer, c'était rompre un ordre explicite. Observation seulement, pas d'engagement. Les règles pesaient comme du fer. Vers minuit, le capitaine Briggs fit une ronde. Sa silhouette se découpa, rapide, efficace, et il s'arrêta devant elle. Son regard était dur, mais quelque chose d'indéfinissable passait dans ses yeux, un mélange de prudence et de curiosité. « Toujours là, Graves ?» demanda-t-il, la voix basse. « Toujours, monsieur, » répondit-elle. Il consulta son carnet d'un œil, sans un mot. Puis il posa la main sur le trépied du Barrett, comme pour rappeler la hiérarchie. Sa main était chaude et ferme. Il s'accroupit, plus proche, la fixant d'un air qu'elle connaissait maintenant trop bien, l'inquiétude d'un chef pour ceux qu'il doit protéger. « Écoute, » dit-il, « rappelle-toi ce que j'ai dit. Ordre, observation. Si tu prends l'initiative, ça va mal finir pour nous tous. On travaille en équipe. T'as la tête froide, parce que si tu perds la tête, tu mets des vies en jeu. » Émilie sentit le poids de ses paroles. L'autorité de la chaîne de commandement lui coupait un instant l'air. Elle hocha la tête lentement. Elle ne pouvait ignorer Briggs. La discipline était la colonne vertébrale de leur survie. Mais dans son esprit, l'équation se construisait différemment. Il y avait une fin possible où l'inaction coûterait tout autant. « Je comprends, monsieur, » dit-elle, mesurant chaque syllabe. « Mais si l'occasion se présente et que c'est la seule façon d'empêcher plus de morts, je la prendrai. Avec responsabilité. » Briggs ne répondit pas immédiatement. Son silence disait tout. Il posa sa main sur la crosse sans autre commentaire, puis se releva et repartit, lourd de décisions qu'il n'exprimerait pas. Les heures proches de l'aube furent un balai de petites attentions, vérification des munitions, graissage discret, contrôle des lunettes. Émilie simula ses gestes 1000 fois, répétant dans sa tête la séquence parfaite. Sa respiration, entraînée, ralentit. Chaque muscle se mit en mode économie. Elle visualisa la sortie de la balle, comme on visualise une partition avant de jouer. Elle se revit enfant, le grand-père à ses côtés, la phrase martelée à mi-voix « Ne précipite jamais le silence ». Elle sourit sans joie. Le silence préparait l'action. Autour, les autres dormaient, ronflant parfois, tête posée sur un sac, radio en veille. Turner, Harris, leur respiration régulière était des rappels du vivant. Autant de présences humaines qui comptaient sur une décision collective. Émilie pensa à eux, aux ridicules, aux moqueries, aux insultes. Elle pensa aussi aux civils, aux soldats perdus d'un camp ou d'un autre, aux responsables que ces trois hommes représentaient. Sa colère se mua en concentration. Lorsque la première lueur pâle annonça l'aube, Émilie prit ses décisions comme on ferme un dossier. Elle relut, une ultime fois, ses corrections. Ajustement MOA, latitude corrigée, dérive prévue, compensation pour la variation thermique matinale. Elle posa la crosse contre son épaule, sentit le métal, régla le réticule. Son doigt effleura la détente sans la presser. L'heure approchait. Elle n'était plus celle qui avait laissé tomber l'arme la semaine précédente. Elle était l'aboutissement patient d'un enseignement ancien, d'un travail froid. Le vent, ce compagnon capricieux, se fit plus doux. Les chiffres qu'elle avait consignés semblaient enfin s'aligner. Le monde, murmura-t-elle pour elle seule, a répondu. Et dans la montre de sa main, il ne restait plus qu'une attente courte, précise, comme un battement avant la chute. L'aube s'éleva lentement sur la vallée, peignant les crêtes d'une lueur dorée. Le froid nocturne se retirait, remplacé par une chaleur naissante qui faisait miroiter l'air au-dessus des rochers. Les hommes de l'unité se redressaient, frottaient leurs yeux, remettaient leur casque. Turner bâillait bruyamment. Harris mâchait déjà une barre énergétique. Briggs observait la vallée avec son regard dur. Émilie, elle, n'avait pas fermé l'œil. Ses mains serraient le Barrett comme un prolongement de son corps. À travers la lunette, elle scrutait la façade du bâtiment ennemi. Elle connaissait chaque fissure du béton, chaque ombre projetée. Les généraux apparaîtraient. Elle le sentait comme une certitude gravée dans son souffle. Les chiffres qu'elle avait répétés toute la nuit dansaient encore sous ses paupières. 2500 mètres,
43 MOA d'élévation, 2,1 secondes de vol. À 8 heures précises, un mouvement. La fenêtre nord-est s'ouvrit. 3 silhouettes s'y découpèrent, silhouettes nettes, hautaines. Des uniformes impeccables, des gestes assurés, les généraux. L'instant qu'elle attendait. Émilie expira lentement. Elle cala la crosse dans son épaule, ajusta la lunette, fixa la première cible. Tout son être se concentra. Le monde autour d'elle disparut. Les rires, les ordres, le vent. Il ne restait que la respiration, la détente, la ligne invisible qui reliait son œil à ce point minuscule sur la poitrine d'un homme à 2500 mètres. « Grave, qu'est-ce que tu fous ?» grogna Briggs, apercevant la tension de son arme. « Observation seulement, tu m'entends ? Pas de tir. » Turner éclata de rire derrière elle. « Tu veux faire un record, princesse ? Tu vas nous couvrir de honte. » Mais Émilie n'entendait plus. Son doigt pressa la détente. Le recul secoua son épaule, le canon rugit, 2 secondes suspendues, puis l'impact. La première cible s'effondra comme une marionnette dont on coupe les fils. Silence brutal. « Putain !» souffla Harris, les yeux écarquillés. Émilie n'attendit pas. Elle réajusta, glissa sur la deuxième silhouette. Inspiration, pression, tir. Le deuxième général s'écroula à son tour, touché en plein torse. Un cri étouffé monta du bâtiment. Les soldats ennemis commencèrent à courir en tous sens. « Arrête, Graves !» hurla Briggs. « C'est un ordre. » Mais elle était déjà ailleurs. Sa lunette suivit le troisième. L'homme s'était reculé, paniqué, mais il avait commis l'erreur de rester visible. Émilie corrigea, anticipa le mouvement, le vent, la peur. Elle pressa la détente. 2 secondes, impact. La silhouette bascula, frappée net. 3 tirs, 3 morts. À 2500 mètres. Derrière elle, un silence écrasant s'abattit. Les rires avaient disparu. Turner, bouche ouverte, fixait la vallée sans un mot. Harris murmura un juron, presque un souffle de prière. Briggs serrait ses dents, les poings crispés, incapable de nier ce qu'il venait de voir. En bas, le chaos explosait. Les soldats ennemis hurlaient, couraient, cherchaient un tireur invisible. La confusion s'étendait comme une onde. L'unité reçut aussitôt un ordre radio. Évacuation immédiate. La mission d'observation venait de basculer en opération de fuite. « On remballe !» cria Briggs, la voix rauque. « On dégage maintenant !» Les hommes ramassèrent leurs affaires dans une panique contenue. Émilie resta quelques secondes de plus, le barrette encore chaud contre sa joue. Elle observait la fumée de ses tirs, le balcon vide. Une étrange paix l'envahissait. Pas de triomphe, pas d'explosion de fierté. Juste un calme profond, comme si le monde avait enfin reconnu ce qu'elle savait depuis toujours. Turner passa à côté d'elle, incapable de croiser son regard. Harris, lui, marmonna un mot presque inaudible. Incroyable. Émilie rangea son carnet dans sa poche. 3 lignes y étaient pas déjà inscrites à l'encre serrée. 2500 mètres, 3 tirs, silence parfait. Elle se releva, empoigna son sac, suivit le groupe vers l'exfiltration. Le chaos derrière eux continuerait longtemps. Mais pour elle, tout était déjà scellé.